écoutez la Jury Click, l'émission qui décrypte vos droits sur Radio Panique 105.4. Bonjour tout le monde. On est super content de vous retrouver pour cette 4e émission qui parlera de l'école et du fait qu'on peut parfois en avoir un peu marre d'y aller. Alors, au sommaire de cette émission, on commencera par la grosse question, dont la première partie répondra à la question « Est-ce que je suis vraiment obligée d'y aller, en fait, à l'école ?» Et ce sont Florence et François qui nous diront tout ça. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Ensuite, dans la deuxième partie de la grosse question, nous essayerons de mieux comprendre ce que c'est la fréquentation scolaire. Et c'est Dayuma qui nous en dira plus. Bonjour Dayuma. Bonjour. Ensuite, Dayuma et François nous parleront de ce qu'on peut faire si ça ne va plus à l'école dans notre rubrique Les affaires courantes. Et on évoquera le changement d'école, mais aussi différents professionnels qui peuvent nous aider et qui sont présents soit dans l'école, soit en dehors de l'école. Puis nous présenterons 2 services spécifiques d'Info-Jeunes Bruxelles qui peuvent éventuellement nous aider si jamais on rencontre des difficultés à l'école. Donc il y a moi, Laetitia. Bonjour Laetitia, bonjour. Et je vous présenterai le projet Back on Track. Et il y a Adèle qui nous présentera le service H. Bonjour Adèle. Salut Letty. Et tout le monde dit bonjour à Thomas en régie. Bonjour Salut Thomas. Thomas. Alors, avant de nous lancer dans le programme, je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Radio Panique ou sur le site d'Info-Jeunes Bruxelles, www.ijbxl.be. Alors, j'ai vu sur le site de Perspective qu'à Bruxelles, 14,8% des jeunes sont en situation dite de décrochage précoce. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire cette phrase ? Eh bien, ça veut dire qu'à Bruxelles, entre 1 et 2 jeunes sur 10, âgés de 18 à 24 ans, a quitté l'enseignement, toute forme d'enseignement, sans avoir obtenu le CESS. Donc, le critère derrière ce chiffre, les jeunes derrière ce chiffre, ils ont décroché, mais peut-être avant 18 ans, en fait. Nous, on n'a pas de chiffre qui concerne le décrochage au moment où il arrive. Et en fait, c'est aussi parce que le décrochage, c'est un processus long et complexe qui est souvent dû à plusieurs facteurs. Alors, pour n'en citer que quelques-uns, ça peut être parce qu'on est dans une option qui ne nous convient pas, parce qu'on a des problèmes à la maison, parce qu'on a accumulé un retard académique, ou la manière dont les cours sont donnés ne nous correspond pas, ou encore parce qu'on est pris dans une situation de harcèlement à l'école. Alors, de plus, le décrochage il peut avoir plusieurs formes en fait. Donc certains jeunes ne vont plus du tout à l'école, mais il y en a d'autres qui y vont, mais pas tous les jours ou pas à tous les cours. Et il y en a encore d'autres qui y vont, mais qui ne sont pas vraiment présents. Donc leur esprit est occupé ailleurs par d'autres problèmes. Si toi, tu es dans une situation de décrochage, eh ben, évidemment, n'hésite pas à te faire aider, notamment pour essayer de comprendre où sont les difficultés et les freins, pour agir sur les vraies causes du décrochage. Un élève en situation de décrochage est parfois considéré comme un mauvais élève à tort, parce qu'en fait, il fait tout ce qu'il peut, mais il a d'autres problèmes qui l'empêchent d'être correctement à l'école. Alors, il est important aussi de comprendre en fait le système scolaire parce que l'éducation, elle est organisée via plein de règles. Il y a l'obligation scolaire, la fréquentation scolaire, les absences injustifiées. Et pour mieux comprendre le système et son organisation, ça permet parfois d'éviter des problèmes supplémentaires. C'est pourquoi nous allons essayer maintenant de voir un peu plus clair et de comprendre ces notions d'obligation scolaire et de fréquentation scolaire. Alors, on expliquera dans 2 minutes et de façon plus précise ce que c'est l'obligation scolaire et ce qu'elle impose en pratique. Mais avant ça, on vous propose de faire un petit retour en arrière pour savoir d'où elle vient. Oui, alors pour bien comprendre l'obligation scolaire, il faut d'abord parler du droit à l'instruction. Et le droit à l'instruction, de façon résumée, c'est l'idée de permettre à chaque enfant d'étudier et d'apprendre, et donc d'avoir accès à une éducation de qualité. En Belgique, il s'agit d'un droit fondamental puisqu'on a inscrit ça dans notre constitution à l'article 24. Et c'est aussi consacré dans des textes internationaux, comme par exemple la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors en plus d'être un droit, l'instruction des mineurs et leur éducation, c'est aussi une obligation qui est imposée aux parents ou aux responsables légaux. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'obligation scolaire. Et l'obligation scolaire en elle-même, elle impose aux parents de mettre leurs enfants à l'école et de s'assurer qu'ils vont bien en cours. Cette idée, elle a fait l'objet de nombreux débats en Belgique avant d'être inscrite dans une loi. Et déjà, dès la moitié du 19e siècle, donc c'est-à-dire un petit peu avant les années 1850, il y a un bail déjà, la question de l'instruction obligatoire est sur la table. Et elle va opposer 2 courants politiques, qui sont les 2 piliers fondateurs de l'État belge, d'un côté les catholiques et de l'autre les libéraux. Donc pour vous donner quelques exemples des points de désaccord, il y avait la présence et l'importance de la religion catholique à l'école, ou encore l'augmentation du coût de la main-d'œuvre pour les patrons si les enfants ne pouvaient plus travailler parce qu'ils devaient aller à l'école. Et quel suspense, Florence. Est-ce qu'ils ont fini par se mettre d'accord ?
Et oui, finalement, après des années et des années de débats, une loi sur l'obligation scolaire est votée en 1914. Donc ça veut dire qu'il a fallu presque 70 ans pour y arriver. Et la loi, elle répond à des demandes qui venaient des deux camps, donc les catholiques et les libéraux. D'un côté, on va vers plus de démocratisation de la société, et de l'autre, il est quand même prévu que l'État finance aussi l'enseignement libre, dont font partie les écoles catholiques. Donc comme vous pouvez le voir, le compromis à la belge a lui aussi une bien longue histoire. Et cette histoire, elle permet de souligner que depuis toujours, l'enseignement, c'est un enjeu sociétal et politique important, puisque c'est l'école qui forme les futurs, l'école fume aussi, les futurs citoyens et citoyennes, les électeurs et électrices, les futurs parents, les personnes qui vont travailler, etc. Et donc savoir quelles matières sont enseignées à l'école, de quelle façon, par qui peut ou doit aller à l'école, etc. Ce sont donc des questions très importantes. Et donc, on sait que l'obligation scolaire repose sur les parents, mais en pratique, qu'est-ce que c'est et qui est vraiment concerné? Quelle bonne question, Laetitia. En pratique, il faut donc que les jeunes soient inscrits dans une école et il faut aussi fréquenter régulièrement les cours. Donc ça, Dayuma nous expliquera un petit peu plus tard ce qu'est la fréquentation scolaire. Et pour revenir à l'obligation scolaire, elle concerne tous les mineurs qui vivent en Belgique. C'est-à-dire que peu importe sa nationalité, son titre de séjour, tout jeune de moins de 18 ans qui vit en Belgique a le droit et doit aller à l'école. Donc même s'il s'agit d'une personne qui n'a pas de papier, par exemple. Ok, donc c'est jusque 18 ans, mais ça commence à quel âge exactement? L'âge du début de l'obligation scolaire a été abaissé il n'y a pas longtemps, justement. Et depuis septembre 2020, tous les enfants doivent aller à l'école à partir de 5 ans. Donc ça commence en 3e maternelle. L'âge a été abaissé parce qu'avant c'était 6 ans, donc la première primaire. Et cet abaissement a été fait dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence. Et donc voilà, les motivations, c'est que ça a pour but de réduire les inégalités entre les enfants dès le plus jeune âge. Et donc si vous aimez les maths, vous aurez compris que l'obligation scolaire dure 13 ans, puisqu'elle commence à 5 ans et qu'elle prend fin à 18 ans. Et est-ce qu'il faut vraiment, vraiment y aller tous les jours, du lundi au vendredi, pendant 13 ans? Non, il ne faut pas aller tous les jours pendant 13 ans. Mais il y a quand même une première partie de l'obligation scolaire qui est à temps plein et qui dure un certain temps, puisque pendant ce temps-là, l'élève ne fait rien d'autre que d'aller à l'école, et ça dure jusqu'à 15 ans si l'élève a déjà suivi 2 années en secondaire. Donc c'est-à-dire suivi, pas spécialement réussi, mais à 15 ans, si on a fait 2 ans en secondaire, l'obligation scolaire à temps plein prend fin. Et sinon, l'obligation scolaire à temps plein, elle se termine de toute façon pour tout le monde à 16 ans. Et après ça, entre 16 et 18 ans, c'est l'obligation scolaire à temps partiel. Et donc c'est ça qui va permettre aux jeunes qui le souhaitent de se diriger vers l'enseignement en alternance. Et dans ce cas-là, pour donner un petit exemple d'horaire, ils pourront aller 2 jours à l'école pour les cours théoriques et 3 jours chez un patron pour apprendre un métier. Ok. Et donc, si jamais on ne respecte pas cette obligation scolaire, qu'est-ce qu'on risque? Puisque l'obligation pèse sur les parents ou les responsables légaux, comme on l'a déjà dit, si l'obligation scolaire n'est pas respectée, ce sont eux qui vont commettre une infraction. Donc, comment ça se passe en pratique? Ils vont d'abord recevoir une lettre d'avertissement de la part de l'administration. Et cette lettre, elle va leur demander de s'expliquer et elle prévient du risque de devoir payer une amende. Alors, s'il n'y a aucune réaction de la part des parents, la loi prévoit aussi que cette info va être transmise au procureur du roi. Et c'est donc cette personne, le procureur du roi, qui va pouvoir orienter le jeune et sa famille vers des services de première ligne, comme par exemple le centre PMS d'une école, un service d'accrochage scolaire, etc. Ou alors, il va les orienter vers le service d'aide à la jeunesse, qu'on appelle le SAJ, qui va ouvrir un dossier, suivre la famille, etc. Ou encore, une autre possibilité, ça va être de saisir le tribunal de la famille si la situation est assez grave. Et donc, pour terminer, en ce qui concerne seulement les parents ou responsables légaux, la loi prévoit qu'ils peuvent être condamnés à payer une amende et que si ça arrive encore, l'amende va pouvoir être doublée ou une peine d'emprisonnement d'1 mois peut être prononcée. Ok, donc on voit que l'obligation scolaire, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des sanctions quand même importantes, je trouve. Merci Florence. Maintenant, je vous propose d'écouter François qui va nous expliquer en fait 4 autres situations dans lesquelles, même si on n'est pas à l'école, on respecte quand même cette obligation scolaire. Absolument. Donc on a d'abord l'enseignement à domicile, qui est une possibilité qui s'adresse donc aux élèves en obligation scolaire, toujours les mineurs, les 12-18, enfin même les plus jeunes aussi, qui sont scolarisés à la maison ou dans une école privée. Ok.
Donc en fait, c'est une alternative au parcours classique. Il ne s'agit pas d'arrêter de travailler, bien sûr. L'élève est toujours, doit continuer à suivre le programme d'apprentissage prévu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, il s'agit de se former avec un membre de la famille, une personne tierce ou dans une école privée. Et n'importe qui peut faire ça ou il y a des conditions spécifiques à respecter? Alors, pour pouvoir être scolarisé à domicile, les parents doivent très tôt faire une démarche. Ils doivent, pour le 5 septembre ou plus tard, déclarer à l'administration que l'enfant sera soumis à l'enseignement à domicile. En plus, il faut savoir que pour pouvoir continuer cet enseignement à domicile, eh bien, il faudra réussir les épreuves certificatives liées à l'âge de l'enfant. Donc, aux alentours de 12 ans, l'enfant devra réussir son CEB. Ensuite, le jeune devra réussir le CE1D, donc le certificat du premier degré, aux alentours de 14 ans. Et puis, aux alentours de 16 ans, le CE2D, certificat du deuxième degré. Est-ce que ça veut dire que si l'enfant rate cet examen, il ne pourra plus faire l'enseignement à domicile, il devra retourner dans l'école normale? Oui, c'est possible. Ce sera une décision du service de l'obligation scolaire, Ok. de l'enseignement à domicile qui pourrait décider que c'est refusé, qu'il doit retourner à l'école. Et du coup, est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que les parents sont contrôlés sur la manière dont ils enseignent à leurs enfants? Oui, à tout moment, le service de l'inspection peut convoquer le jeune pour contrôler s'il a bien le niveau d'études requis pour un jeune de son âge. Ok, merci François. Je pense qu'il y a d'autres situations que tu voulais aborder. Oui, donc on peut parler aussi des SAS. Les SAS, les services d'accrochage scolaire. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un lieu d'accueil transitoire pour les jeunes de 12 à 18 ans en situation de décrochage scolaire, en situation d'exclusion, ils n'ont plus d'école, ou en situation de crise, etc. C'est un service qui va permettre aux jeunes de quand même remplir l'obligation scolaire tout en faisant une pause avec l'école, puisque le SAS a pour objectif d'apporter aux jeunes une expérience de vie qui lui apprenne quelque chose. Donc on va travailler avec le jeune la question du sens des apprentissages. Il y aura des ateliers collectifs, des ateliers individuels, où on va travailler sur les questions autour de l'identité, de la racine, de la confiance en soi, etc. Et donc on va très peu travailler les matières scolaires en fait en tant que telles, mais à la fin de la période en SAS, eh bien, l'objectif est de réintégrer une école. Et on peut rester combien de temps dans un SAS? Alors ça dépend, mais c'est souvent des périodes de 3 mois qui peuvent être éventuellement renouvelables une fois sur l'année scolaire. Et alors la durée maximum de l'occupation en SAS est de 12 mois tout au long de la scolarité du jeune. Donc ça peut être réitéré une année suivante si le décrochage survient à nouveau. Ah oui, ok. Et juste pour information, comment est-ce qu'on s'inscrit si jamais on a besoin d'aller dans un SAS? Oui, donc il y a 3 SAS à Bruxelles. Il faut les appeler, leur téléphoner, leur demander une inscription. Ce qui arrive souvent, c'est que malheureusement, il n'y a pas de place disponible, ils sont complets. Et alors, on est inscrit sur liste d'attente et on est recontacté dès qu'une place se libère. Ok, merci François. Est-ce que le projet Solidarité pourrait répondre à l'obligation scolaire? Alors, le projet Solidarité, on va voir oui et non. Enfin, oui, ça répond, même si on va voir le petit bricolage mis en place. Mais j'explique d'abord ce que c'est l'année citoyenne Solidarité. C'est un projet vraiment intéressant de volontariat qui rassemble les jeunes de 16 à 25 ans venant de tout horizon. Ils sont groupés en équipe de 8 avec un référent. Et alors, ils vont s'engager dans un projet dynamique qui comprend des actions de volontariat dans diverses associations, des formations et des modules de maturation personnelle pour mieux s'orienter pour l'année suivante. Ça en jette. Donc, oui. Ok, et donc là, on peut aller à partir de 16 ans, donc ça remplit l'obligation scolaire. Ben, on peut le supposer, oui, mais en fait, on a vu avec Florence nous a expliqué que l'obligation scolaire était remplie par l'enseignement de plein exercice et par l'enseignement en alternance. Bon, j'ai dit que les SAS remplissaient aussi l'obligation, mais par contre, Solidarité, c'est pas prévu à la base. Et donc, dans la pratique, comment ils font chez Solidarité? Ils inscrivent les jeunes mineurs, ils les inscrivent au CEFA d'Anderlecht. Il y a un accord avec le CEFA pour faire une inscription administrative qui couvre donc l'obligation scolaire. Ok, donc c'est une petite organisation interne qui permet aux jeunes de ne pas avoir de soucis si jamais ils vont chez Solidarité. Absolument. Moi, j'ai une dernière petite question pour les jeunes qui sont en IPPJ. Donc l'IPPJ, rappelons ce que c'est l'Institution publique de protection de la jeunesse
qui est chargé d'accueillir les jeunes qui ont commis un fait qui serait qualifié d'infraction si c'était un adulte. Mais comme les jeunes, les mineurs ne peuvent pas aller en prison, eh bien, le juge de la jeunesse dispose de toute une série de sanctions possibles, de différentes sanctions. Et la plus grave, en dernier recours, s'il ne trouve pas d'autre solution, ce sera de mettre le jeune en IPPJ. Il y a une section ouverte, une section fermée, si c'est nécessaire. Ok, du coup, quand on est en section fermée, on répond à l'obligation scolaire ou... Ah oui, voilà, quand on est en section fermée, on ne sait pas aller à l'école forcément. Et donc, la période de placement est couverte par une attestation qui justifie l'absence scolaire. Okay. Et la scolarité sera alors prise en charge à l'intérieur de l'IPPJ par des cours individualisés. Donc concrètement, il y a un contact qui sera pris avec l'école pour obtenir les cours. Et alors, ce sont des enseignants de l'IPPJ qui vont donner les cours aux jeunes. Et pour les examens de fin d'année, soit si le jeune peut sortir, il ira faire les examens dans l'école. S'il ne peut pas, ça devra se faire à l'intérieur. Et par exemple, si c'est une épreuve externe comme le CEB, c'est tout à fait prévu que ça puisse s'organiser au sein de l'IPPJ. Ok, merci beaucoup François. Je propose une petite pause musicale et on va écouter The Dark Age of Love de This Immortal Coil. Now you see why I'm not scared to die. I saw a vision of an angel of the world lay down and die. The earth is full of ghosts now, ghosts that sweat and ghosts that cry. Instead of peace, just stop and cease. A final end, a sweet release. The language of love is the language of liars. The flames of love become funeral pyres. Smoke gets in your eyes and grown men cry. I see young men led to an early grave and old men pray to die. The earth is full of ghosts now, ghosts that sweat and ghosts that cry. Instead of peace, just stop and cease. A final end, a sweet release. Shipwreck to the shore, from the client to the whore, from the shadow to the sun, from the bullet to the gun. The earth is full of ghosts now, ghosts that sweat and ghosts that cry. Instead of peace, just stop and cease. A final end, a sweet release. The moment you discover that your killer is your lover, I killed all that I love. I just destroy what I become. The earth is full of ghosts now, ghosts that sweat and ghosts that cry. Instead of peace, just stop and cease. A final end, a sweet release. Sweet release. Sweet Vous écoutez la Jury Click, l'émission qui décrypte vos droits, et nous reprenons la grosse question du mois qui aborde le décrochage scolaire. Alors, on a vu qu'entre 5 ans et 18 ans, on est obligé d'aller à l'école.
Cette obligation scolaire, elle comprend l'obligation des parents d'inscrire leur enfant dans une école, mais aussi, en fait, l'obligation pour l'enfant de fréquenter régulièrement les cours, sauf dans quelques cas dont François nous a parlé. Alors, Dayoma, tu vas nous expliquer un peu mieux ce que c'est cette obligation de fréquentation scolaire. Oui, et tu as raison de dire que l'obligation de fréquenter les cours concerne les élèves en obligation scolaire, mais en fait ça concerne aussi les élèves majeurs qui sont plus soumis à l'obligation scolaire. Tout le monde doit fréquenter en fait les cours en secondaire, et en cas d'absence, les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur va devoir justifier ses absences. Et l'école va tenir un registre de fréquentation des élèves, donc on va noter toutes les absences justifiées et injustifiées des élèves. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce que c'est une absence justifiée et une absence injustifiée, et alors comment on fait en fait pour justifier une absence? Alors tout d'abord, il faut toujours avoir le réflexe de vérifier dans le règlement d'ordre intérieur de l'école, parce qu'on va retrouver les règles, notamment sur les absences. Et le règlement va dire comment justifier, à qui, dans quel délai, et il faut bien respecter ces règles, parce que notamment si on justifie en retard une absence, ça va être considéré comme une absence injustifiée automatiquement. Alors après ça, la communauté française a établi des règles de base qui vont se retrouver justement dans ces règlements, et ils ont défini 2 types d'absences justifiées, celles qui vont être d'office justifiées parce que les justifications sont reprises dans l'arrêté de gouvernement, et celles dont les justifications vont être laissées à l'appréciation du chef d'établissement. Donc dans les absences d'office justifiées, on retrouve si tu es malade et que tu as un certificat médical. En cas de décès d'un des parents, l'élève peut être absent jusqu'à 4 jours, ou s'il est convoqué par une autorité publique, par exemple la police. Donc pour toutes ces absences, ce sera d'office justifié, mais bien sûr, il faudra rendre un justificatif officiel à l'école. Et donc, je disais, il y a aussi d'autres motifs d'absence qui peuvent être acceptés par le chef d'établissement. Et là, ça doit être une absence justifiée par une cause de force majeure, donc un événement indépendant de la volonté de l'élève ou des parents, ou par des circonstances exceptionnelles qui sont liées à des problèmes familiaux, de santé ou de transport. Et dans ce cas-là, on n'a pas un motif précis prévu, mais le directeur va décider d'accepter ou non la justification. Pour ce type d'absence, il y a un nombre limité par année scolaire, et on va retrouver ce nombre dans le règlement d'ordre intérieur, et doit être compris entre 8 et 16 demi-journées maximum par an. Ok, pour qu'on comprenne un petit peu mieux, c'est quoi ces absences justifiées spécifiques à chaque école? Est-ce que tu aurais un exemple concret de ce qui serait considéré comme une force majeure? Par exemple, une grève de transport en commun. Donc, l'élève n'a pas pu prendre son transport et arriver à l'école. Et avec la preuve qu'il y a eu une grève, il va pouvoir être accepté par le chef d'établissement. Ok, donc c'est vraiment pas de sa faute, quoi. Ouais. Imaginons que j'arrive très en retard en classe. À partir de quand est-ce qu'on considère que j'ai une demi-journée d'absence ou juste un retard? Alors, en fait, si on est absent plus d'une heure, donc plus d'une heure de cours, ça va être d'office comptabilisé comme une demi-journée d'absence. Donc, tu as entendu qu'on comptait en demi-journée d'absence à l'école. Et si c'est moins d'une heure, donc on arrive durant la première heure de cours, là, ce sera considéré comme un retard. Ok. Donc maintenant qu'on a vu un peu c'est quoi une absence justifiée, une absence injustifiée, quelles sont les conséquences en fait en cas d'absence injustifiée? Alors, pour les mineurs, dès qu'on va compter 9 demi-journées d'absence injustifiées, tout d'abord, il va y avoir un signalement de l'école à la direction générale de l'enseignement obligatoire, donc qui suit justement si l'obligation scolaire est suivie ou pas. Et donc là, va se mettre en place un suivi. On va peut-être interpeller les parents par courrier, et d'autres mesures vont peut-être être mises en place, dont a déjà parlé Florence plus tôt. En fonction de la situation, le service va décider de ce qu'il faut faire. En dehors de ça, que tu sois mineur ou majeur, à partir du 10e demi-journée d'absence injustifiée, le directeur va normalement devoir convoquer l'élève et ses parents si l'élève est encore mineur, pour rappeler les règles de l'obligation scolaire, de la justification des absences, et rappeler les conséquences si jamais l'élève ne vient plus à l'école. Et ensuite, si on dépasse plus de 20 demi-journées d'absence injustifiées, alors là, les conséquences vont devenir plus importantes. Pour les élèves majeurs, si on a plus de 20 demi-journées d'absence injustifiées, on peut être exclu carrément de l'école sur ce seul motif, même s'il n'y a pas d'autres problèmes disciplinaires. Ah oui, carrément. Ouais, donc c'est pas automatique, c'est une possibilité de l'école, mais donc ça peut être quand même important pour l'élève. Et pour tous les élèves, mineurs ou majeurs, quand on est à partir de la 3e secondaire, si on a plus de 20 demi-journées d'absence injustifiées, alors on perd sa qualité d'élève régulier et on devient élève libre. Donc concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas passer ses examens de fin d'année et on ne peut pas valider l'année. On ne pourra pas avoir d'attestation, d'orientation ou de diplôme si c'est une année diplômante. Ok, donc un élève qui a plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée devient automatiquement élève libre. Mais est-ce que c'est vraiment foutu pour toute l'année ou est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour récupérer sa qualité d'élève régulier et de
pour pouvoir passer ces examens quand même, en fait. Ouais, heureusement, il y a une possibilité de rattraper la situation. Donc, tout d'abord, dès qu'il a dépassé les 20 demi-journées d'absence à l'école, l'élève va recevoir un courrier de l'école pour expliquer qu'il est devenu l'élève libre et expliquer comment il pourrait récupérer sa qualité d'élève régulier. Et comment ça se passe? En fait, à son retour à l'école, donc quand il revient la première fois après les 20 demi-journées, l'équipe éducative, en concertation avec le centre PMS, vont établir un contrat d'objectifs pour l'élève. Donc, on va lui donner des objectifs à remplir sur l'année pour pouvoir récupérer sa qualité d'élève régulier. Alors là, on va lui présenter le document avec ses parents, et s'il refuse de signer le contrat, il va garder sa qualité d'élève libre et ne pourra pas valider l'année. S'il accepte le contrat, il va évidemment devoir respecter les termes de ce contrat d'objectif. Ensuite, entre le 15 et le 31 mai, le conseil de classe se réunit et va devoir décider si l'élève va pouvoir passer ses examens pour valider l'année ou pas. Et ils vont évidemment décider ça en fonction du fait s'il a réussi les objectifs, il a accompli les objectifs fixés ou pas. Alors, important, si on devient élève libre après le 31 mai, alors d'office, on peut passer ses examens et on aura une délibération. Pas de contrat dans ce cas-là, quoi. Non. Ok. Est-ce qu'il y a un recours possible si jamais le conseil de classe refuse, après mon contrat d'objectif, de me laisser passer mes examens? Alors, il y a un recours possible. Avant, il y avait un recours à la communauté française. Celui-là a disparu, mais il reste un recours possible et c'est directement devant le Conseil d'État. Donc, c'est la juridiction qui est compétente pour suspendre ou annuler des décisions administratives qui sont contraires aux lois. Donc, c'est vraiment, ils vont vérifier qu'on a respecté les lois, les procédures prévues par les décrets. Et si la décision est illégale, elle va pouvoir être annulée. C'est un recours qui est assez technique à introduire, qui doit être fait dans l'urgence très vite après avoir reçu la réponse. Donc, on conseille toujours de contacter le service droits des jeunes ou un avocat et se faire aider pour ça. Voilà. Ok. Donc là, tu as expliqué un peu les conséquences du fait d'être élève libre sur la scolarité, le fait de pouvoir passer ses examens ou pas. Mais est-ce que ça peut avoir un impact sur d'autres choses comme les allocations familiales, par exemple? Alors, pour les allocations familiales, pour les élèves mineurs, non, parce que le droit est inconditionnel, qu'on aille ou qu'on n'aille pas à l'école. Pour les élèves majeurs, effectivement, normalement, il faut suivre les cours, il faut être inscrit à l'école et suivre les cours. Et il y a un arrêté du collège de la COCOM qui dit bien que s'il y a des absences injustifiées, on peut ne pas recevoir les allocations familiales pendant les jours d'absence injustifiées. Maintenant, nous, dans le concret, on n'a jamais vu passer ce type de décision, mais voilà, c'est prévu par l'arrêté, donc c'est possible de perdre ses allocations si on est en absence injustifiée. Ok, merci beaucoup Dayuma. Donc maintenant on y voit plus clair sur ce qu'est l'obligation scolaire, ce qu'est la fréquentation scolaire, les absences justifiées ou injustifiées. Je vous propose de faire une petite pause musicale pour digérer tout ça et on va écouter When We Die de Tricky. So where do I go? Where do I go? Don't die young, not like Michael. My friend's psycho, so I might go. Lie low. So where do I go? Where do I go? Foreign trips, she's wearing Lycra. Where do we go? Where do we go? When we die, then we lie low. So much say, twins apart, faded gray. Is it like the dream I had and you were here like a dream? Where did you go? Where did you go? Why did you leave? What do you need? What do you need? Now you're gone, I hardly breathe. What do you say? What do you say? I think of you and waste my day. So where do we go? Where do we go? When we die, then we How lie low. can you so much say, twins apart, faded gray? Is it like
can you so much say twins apart, faded gray? Is it like the dream I had and you were here like a dream? How can you so much say twins apart, faded gray? Is it like the dream I had and you were here like a dream? Vous écoutez la Jury Clique, l'émission qui décrypte vos droits. Et dans cette première partie d'émission, on a fait le point sur le système scolaire et les règles en matière d'obligation et de fréquentation scolaire, avec tous les impacts que ces règles pouvaient avoir sur les jeunes. Alors, on a également vu comment ces règles de l'obligation scolaire pouvaient parfois être respectées dans d'autres systèmes que l'école traditionnelle. Dans cette deuxième partie de l'émission, on vous propose de voir quelques solutions qui pourraient être mises en place face à une situation de décrochage scolaire. Donc, nous avons vu qu'il était possible d'intégrer un SAS ou encore le projet Solidarité. Et dans les affaires courantes, nous allons aborder le changement d'école et les différentes aides possibles quand on est encore à l'école mais qu'on est vraiment, vraiment démotivé. Alors François, est-ce que si je ne suis pas bien dans mon école, je peux changer en cours d'année ? Alors, ça va dépendre de la situation. Donc, voyons d'abord pour les premières et deuxième années, donc le premier degré. Là, le changement n'est pas possible au cours de ce premier degré, sauf en première année, mais uniquement avant le 30 septembre de l'année en cours, donc c'est très, très court. Mais il y a aussi d'autres situations qui permettront quand même un changement d'école en première ou deuxième année. Par exemple, en cas de déménagement de parents où la distance est trop importante entre l'école et le domicile. En cas de harcèlement scolaire important, on le verra après, là aussi ça peut justifier que l'élève n'est pas bien et qu'il doit absolument changer d'école. Hein. Donc voilà, ce sera... Même si c'est le principe de non, on ne peut pas changer au premier degré, parfois c'est quand même possible. Alors pour le deuxième degré, troisième et quatrième année, et le troisième degré, cinquième et sixième année, le changement est en fait autorisé toute l'année. Mais rappelons qu'il faut toujours une demande de dérogation qui doit être introduite auprès du chef d'établissement que l'on quitte. Donc il faut demander au directeur dans l'école où on est si on peut partir. C'est ça, voilà. Okay. Et si jamais on veut changer d'école, mais aussi d'option, ou juste d'option, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est ça. Il faut différencier le changement d'école en restant dans la même option, ce dont on vient de parler, et alors le changement d'option, le changement d'école, mais aussi d'option ou de forme d'enseignement. Par exemple, passer de l'enseignement général à l'enseignement technique. Donc là, c'est plus compliqué. Il faut savoir que c'est impossible déjà si le jeune fréquente une sixième année. Là, on peut le jeune qui est en sixième année, s'il change d'école, il doit garder la même grille horaire s'il est en général ou la même option de base groupée s'il est en technique ou professionnel. Pour les autres élèves, donc de la deuxième à la cinquième année, en fait, c'est déjà trop tard cette année-ci, puisqu'on est aujourd'hui le 28 février, c'est déjà trop tard pour changer, puisque le changement de forme d'enseignement ou d'option est possible avant le 15 novembre si on est en cinquième année ou avant le 15 janvier si on est en deuxième, troisième ou quatrième année. Ok, donc c'est plus une solution pour cette année-ci, mais l'année prochaine, si jamais on se trompe d'option, on sait que c'est une possibilité. Merci François. Alors si jamais c'est pas vraiment l'école qui pose problème ou l'option en tant que telle, et qu'on ne sait en fait pas trop ce qui ne va pas à l'école, pourquoi on est démotivé, quels sont les services qui pourraient nous aider, Dayuma ? Alors, il y a plusieurs services qui peuvent aider en cas de démotivation ou décrochage scolaire. Et comme tu dis, ça va dépendre des raisons qui font qu'on décroche à l'école, si c'est un problème d'orientation ou si c'est un problème de lacunes dans des matières ou des troubles d'apprentissage ou de conflits dans la classe. Enfin, il y a plusieurs raisons. Parfois, il n'y en a pas qu'une en même temps. Et il va y avoir plusieurs services qui peuvent aider. Alors, il y a des dispositifs qu'on retrouve directement à l'intérieur de l'école. Le premier auquel on pense, c'est le centre PMS, les centres psychomédico-sociaux. C'est des lieux qui sont attachés à l'école, mais qui sont indépendants de l'école et qui sont là pour écouter, aider tous les élèves et leurs familles pendant toute la scolarité, donc dès la maternelle jusqu'à la fin du secondaire.
Et on peut aller les voir en cas de décrochage scolaire, mais aussi de harcèlement, de problèmes familiaux, de problèmes d'orientation. Et on va retrouver dans les centres PMS notamment des psychologues et des assistants sociaux. À Bruxelles, il y a aussi parfois dans les écoles un médiateur scolaire qui est directement dans l'école, aussi indépendant mais dans l'école, et qui va intervenir là dans des problèmes relationnels, par exemple entre des élèves s'il y a des conflits, ou s'il y a un conflit avec un professeur, ou des parents avec l'institution de l'école. L'objectif, c'est vraiment de prévenir la violence en milieu scolaire et le décrochage scolaire. Et donc, en cas de décrochage, ça va peut-être être, par exemple, de rétablir vraiment un dialogue entre l'élève et l'école si jamais ça ne se passe pas bien. Il y a aussi ce qu'on appelle les dispositifs internes d'accrochage scolaire qui peuvent être mis en place dans les écoles en fonction de leur projet d'établissement. Et donc, ils vont eux-mêmes organiser ce dispositif interne et ça peut être vraiment différent d'une école à l'autre. Et les possibilités sont assez larges parce qu'ils pourraient, par exemple, proposer à un élève qui est en décrochage d'avoir quelques heures de cours où il ne va pas au cours, mais avoir d'autres activités pour soit faire de l'orientation, de la remédiation ou vraiment des activités différentes pour retrouver une confiance en soi. Enfin voilà. Donc les possibilités sont assez larges, mais ça dépend vraiment des écoles. Et il y a aussi des services externes, comme les services communaux de prévention de décrochage scolaire, qui sont là pour toutes les questions liées à l'école en général. Il y a les SAS, dont a déjà parlé François, je ne reviens pas dessus, mais qui permet aussi d'être quelques semaines en dehors de l'école. Et il y a aussi des services, des ASBL spécialisés. Je pense à Odyssey ASBL, qui propose des accompagnements individuels et des ateliers collectifs. Out of the Box propose une sorte d'école alternative pour des jeunes en décrochage. Donc voilà, c'est toutes des pistes qui peuvent aider les jeunes qui sont vraiment démotivés. Et tu disais que parfois on décroche aussi parce qu'on a des lacunes ou qu'on est mal orienté. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent aider dans ces cas spécifiques-là ? Oui, évidemment. Pour des lacunes scolaires, il y a pas mal de pistes de remédiation ou de soutien scolaire. Déjà, au sein de l'école, il peut y avoir de la remédiation scolaire. Mais aussi en dehors, il y a des services qui font école de devoirs pour aider à être cadré pour tes travaux, tes devoirs. Il y a aussi, je pense par exemple à Échec à l'échec, qui font des semaines de remédiation pendant les vacances. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Il ne faut pas hésiter à nous appeler parce qu'on a quelques idées. Pour les jeunes majeurs, il y a les ateliers de pédagogie personnalisée, qui sont des sortes de cours particuliers ou en petits groupes qui ont pour objectif de raccrocher un jeune à une formation. Donc, il faut aussi être en décrochage dans ce cas-là. Au niveau de l'orientation, il y a pas mal de services aussi qui proposent un accompagnement et des conseils en orientation scolaire. Sur notre site igbxl.be, on a repris une liste de services à Bruxelles. Et puis, on en a déjà parlé dans cette émission, on a aussi un service d'orientation gratuit au sein d'Inforjeune Bruxelles. Et alors, peut-être pour terminer, pour les jeunes qui aimeraient consulter un psychologue parce qu'ils ne se sentent pas bien, vraiment, vraiment démotivés et qu'ils ne savent plus trop quoi faire, où est-ce qu'ils peuvent aller ? Alors, il y a pas mal d'endroits où on peut rencontrer des psychologues. Moi, je pense pour rencontrer un psychologue à des prix vraiment démocratiques, on peut aller vers les services de santé mentale et les centres de planning familial qui, en général, entre 10 et 25 €, ça dépend où. On peut consulter un psychologue, mais c'est aussi des endroits où on peut discuter le prix en cas de problème financier, où le prix ne peut vraiment pas être un obstacle pour rencontrer un psychologue. À côté de ça, c'est toujours possible de rencontrer des psychologues indépendants ou en maison médicale ou en hôpital. Il faut savoir que les mutuelles proposent, via leurs assurances complémentaires, des remboursements qui vont être différents d'une mutuelle à l'autre, mais ça vaut la peine de se renseigner. Et puis depuis quelques temps aussi, l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans les consultations de psychologues, qui fait que c'est possible d'avoir des consultations pour 4 ou 11 € en fonction si on est le statut BIM ou pas. Mais dans ce cas-là, il faut impérativement chercher un psychologue clinicien qui est conventionné. Alors pour toutes ces infos sur les psychologues, etc., on a des articles sur Infojeune Bruxelles, sur notre site igbxl.be qui reprend un peu toutes ces infos. Ok, merci beaucoup Dayuma. Donc on voit qu'il y a beaucoup de pistes différentes. Si jamais vous voulez en discuter, n'hésitez pas à contacter nos informateurs au 02 514 41 11 ou à venir dans l'une de nos permanences. Et je vous propose maintenant de faire une dernière pause musicale et on écoute The Swamps of Scab de Disrupt.
écoutez la Jury Click, l'émission qui décrypte vos droits. Et nous allons maintenant présenter 2 services d'Inforjeune Bruxelles qui peuvent être des ressources utiles lorsque ça ne va pas trop à l'école. Alors, on a le projet Back on Track et le service H. Et je ne vais pas me présenter moi-même. Quel honneur d'être la personne qui te pose les questions aujourd'hui, Laetitia. Merci, Cette Florence. petite interview inversée. Et donc, en plus d'être notre super présentatrice, Laetitia a aussi piloté notre nouveau projet chez Infojeune Bruxelles qui s'appelle Back on Track. Laetitia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet et nous expliquer, par exemple, pourquoi il a été créé? Oui, alors en fait, le projet Back on Track, c'est un peu un bébé du service d'orientation parce qu'en fait, on a posé le constat qu'il y avait quand même pas mal de jeunes qui décrochent de l'école parce qu'ils ont un problème d'orientation. En fait, ils sont dans la mauvaise orientation, ce qu'ils font ne leur plaît pas, ne leur a jamais plu et donc ils décrochent de l'école. Et on a aussi constaté que c'était important pour traiter des problématiques de décrochage scolaire d'offrir un accompagnement global, donc où on prend vraiment le jeune dans sa globalité et on peut accompagner des problèmes scolaires, mais aussi des problèmes personnels, des problèmes socio-juridiques, etc. Et du coup, dans ce projet de Back on Track, on propose un accompagnement pour les jeunes de 15 à 21 ans. Il y a 4 formules qui sont imaginées pour le moment. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de rebooster les jeunes et de réfléchir à son orientation, mais en faisant plein d'expériences, en fait. Donc, on ne va pas juste remplir des questionnaires, on va vraiment faire des expériences pour tester ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pour réfléchir à comment on se comporte dans telle situation, etc. Et donc, pour pouvoir développer sa propre capacité à s'orienter. Ok. Et donc, tu nous dis que ça, pour les jeunes de 15 à 21 ans, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en pratique comment ça va fonctionner? Ouais. On nous appelle, on file ton GSM, qu'est-ce que... Oui, pour nous contacter, donc en tout cas, si vous êtes intéressé par le projet, l'idéal c'est de nous appeler. Alors nous, on organisera une petite rencontre avec vous pour un peu voir si ce que nous on propose, ça vous convient et s'il y a quelques conditions. Donc il y a des projets qui sont plus pour les 15-18, il y a des projets qui sont plus pour les 18-21. Donc voilà, c'est vraiment une rencontre pour nous, pour qu'on se rencontre et qu'on se voit si ce qu'on propose vous convient. Et donc, juste pour rentrer peut-être un tout petit peu plus dans le détail, le premier module 15-18, il durera 1 semaine. Et là, c'est vraiment un boost pour travailler l'orientation et ça commencera le 28 mars. Et donc, on sait que le 28 mars, il y a école. Et donc, il est prévu qu'on discute avec l'école un peu et qu'on voit comment c'est possible que vous puissiez respecter l'obligation scolaire en étant chez nous. Et ensuite, le second module commencera fin avril. Et là, c'est un programme plus long de 10 semaines qui s'adresse aux jeunes de 18 à 21 ans. Et là, c'est un programme donc plus complet avec de la remise à niveau, une formation pour créer un site internet et encore une fois, plein d'expériences pour découvrir un peu mieux ce qu'on a envie de faire. Ok, top. Donc, on rappelle les dates pour clôturer cette petite présentation. 1 semaine à partir du 28 mars et puis à partir de fin avril, un programme de 10 semaines pour le groupe des 18-21 ans. N'hésitez pas à nous appeler. Je crois qu'on n'a pas dit combien ça coûtait. Non, on a dit Ah ça. oui, oui. c'est gratuit, François, Wow. figure-toi. C'est C'est pas cher, incroyable. c'est pas cher. Merci François. Venez. Super important. Et donc après la présentation de ce super nouveau projet Back on Track, je repasse la parole à Laetitia. Merci Florence. Alors, donc là, on va présenter le deuxième service, qui est le service H. Donc, parfois, il arrive aussi que tu en aies marre de l'école parce que les relations avec les autres élèves sont pas au top. Et donc, certaines de ces situations peuvent s'apparenter à du harcèlement scolaire. Et chez Infojeune, on a justement créé un service spécialisé en harcèlement scolaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, Adèle, et peut-être un peu commencer par nous expliquer c'est quoi le harcèlement scolaire? Oui, évidemment. Alors, pour le moment, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de harcèlement. On va parler de harcèlement scolaire, de harcèlement de rue, de harcèlement sexuel. C'est un peu un terme qui est utilisé à tort et à travers. Et aujourd'hui, moi, je vais vraiment vous parler de harcèlement scolaire. Pour qu'il y ait du harcèlement scolaire, on estime qu'il y a 3 conditions qui doivent être réunies. D'abord, il faut de la répétition. À la limite, c'est la condition la plus logique. Donc, il faut que les actes qui constituent le harcèlement se répètent dans la durée. La deuxième condition, c'est qu'il faut un déséquilibre de force. Et quand je parle de force, ça ne doit pas forcément être de la force physique. Par exemple, les harceleurs peuvent simplement être plus nombreux que la victime, ils peuvent être plus âgés ou bien plus à l'aise avec les réseaux sociaux si on est dans une situation de cyberharcèlement.
Dans tous les cas, ce déséquilibre de force aboutit à ce que la victime se sente isolée, impuissante et ne sache plus quoi faire pour se sortir de cette situation. La troisième condition pour qu'il y ait du harcèlement, c'est ce qu'on appelle l'intention. Ça veut dire que les actes qui constituent le harcèlement ne sont pas des accidents et ont été commis volontairement par le harceleur. Par exemple, il n'a pas simplement bousculé l'autre sans faire exprès dans le couloir. En fait, le harceleur n'a pas forcément toujours l'intention de faire du mal à sa victime. Au départ, il est possible qu'il ne se rende simplement pas compte que son comportement est blessant et il essaye simplement de faire rire son groupe d'amis. Et on parle toujours de harcèlement scolaire. Est-ce que ça veut dire que le harcèlement, comme tu viens de le définir, en fait, il ne peut y avoir ça que dans les écoles? Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment une dynamique qui est propre au groupe de jeunes. Alors forcément, on parle souvent de harcèlement scolaire parce que c'est là que les jeunes se regroupent le plus souvent. Mais on va pouvoir retrouver ça, par exemple, dans les groupes de sport ou dans les mouvements de jeunesse. En fait, ce serait plus correct d'appeler ça du harcèlement entre jeunes plutôt que du harcèlement scolaire. Ok, et du coup, qu'est-ce qu'un fort jeune fait à ce sujet? Alors, comme tu l'as dit tantôt, on a créé un service spécialisé que nous, on surnomme le service H. Et là-dedans, on fait plusieurs choses. D'abord, on aide les écoles à mettre en place des projets de lutte contre le harcèlement scolaire. On aide aussi d'autres professionnels qui ont envie de mener des projets sur la thématique. Par exemple, on organise des moments d'information dans certaines communes pour les parents. Mais en fait, on a surtout voulu créer ce service pour aider des jeunes qui étaient déjà concernés par des situations de harcèlement. Et pour ces jeunes-là, on leur propose des entretiens individuels où ils peuvent nous rencontrer. On est tenu au secret professionnel et l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent déposer tout leur vécu et qu'on essaie de trouver avec eux des solutions à la situation qu'ils rencontrent. Et donc, concrètement, si je veux prendre rendez-vous pour rencontrer quelqu'un du service, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y a deux possibilités. Soit tu nous appelles au 02 514 41 11 et tu vas tomber sur nos super informateurs qui pourront te fixer directement un rendez-vous. Soit tu vas sur notre site, c'est www.ijbxl.be et là, il y a un formulaire de contact que tu peux remplir. Merci beaucoup, Adèle. Maintenant, on est prêt, quoi qu'il arrive. On n'a pas dit combien coûtent ces entretiens. C'est gratuit, François. Waouh, celui-là aussi. merveilleux. Incroyable. Mais comment un fort jeune gagne son argent? Je ne sais pas. Attention, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Donc, je propose de clôturer l'émission. Sauf si François veut nous faire son petit agenda avec les dates importantes. Un petit point agenda. Un petit point agenda. Ça va pas être, S'il ça faut va pas être vraiment, long. Ça va François. pas être long. On croyait qu'on n'aurait pas le temps, mais voilà, je le fais quand même. Donc, le 8 mars, la journée du droit des femmes, n'est-ce pas? Important. Le 11 mars, la date limite pour rendre le FUI. Alors, le FUI, c'est quoi? C'est le formulaire unique d'inscription. Donc, ça concerne tous les parents qui veulent inscrire un enfant, qui ont un enfant actuellement en 6e primaire ou en première différenciée et qui veulent l'inscrire l'année prochaine en première secondaire pour septembre 2022. Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce formulaire, passez nous voir. Si vous voulez plus d'infos sur la procédure, on en parle sur notre site et on a aussi fait un nouvel article sur les critères à prendre en compte pour bien choisir l'école qui correspond le mieux à son enfant. Pas mal. Voilà. Au niveau agenda... Ça coûte combien tous ces articles? Ah oui, rappelons que tous les services d'Info Jeune Bruxelles sont entièrement gratuits. Voilà, ce qui n'est- c'est la journée promotion. Non, mais c'est vrai qu'on parle pas souvent du service des informateurs, tout simplement. Donc, Oui. Info Jeune Bruxelles, c'est des permanences dans 11 communes de Bruxelles, des permanences sans rendez-vous et gratuites où on peut venir poser toutes les questions. On a un service généraliste qui concerne des jeunes. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. On a aussi un chat sur notre site internet et un numéro de téléphone, le 02 514 41 11. Eh ben, merci beaucoup, Dayuma. Je pense que tu as très bien clôturé l'émission. Donc, quelle que soit votre situation en décrochage ou pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on se retrouve pour notre 5e émission déjà. Oui, Ouais, incroyable. ce sera le 28 avril. Et d'ici là, n'hésitez pas. Bye bye. Au Bonne revoir. journée.